La synthèse des protéines, partie 3. L'ARN de transfert et le code génétique. Alors, notre brave morceau d'ARN messager est enfin prêt à être traduit en protéines au niveau d'un organite qui sert d'atelier d'assemblage des acides aminés, le ribosome. Mais il y a un truc un peu bizarre. Autant passer de l'information codée sous forme d'ADN à celle sous forme d'ARN, c'était facile. Ça restait le langage de nucléotides. Chaque nucléotide qui variait selon la base azotée, et les bases azotées étaient complémentaires. Donc A complémentaire à T, ou à U, dans le cas de l'ARN, et C était complémentaire à G. Mais maintenant, on veut synthétiser une toute autre sorte de molécule. On veut fabriquer une protéine. Et une protéine, c'est pas fait de nucléotides, c'est fait d'acides aminés. Et il existe 20 sortes d'acides aminés différents dans les protéines. Donc comment est-ce qu'on va passer d'un langage de nucléotides, dont l'alphabet est finalement fait de 4 lettres différentes, à un langage d'acides aminés, dont l'alphabet est fait de 20 lettres différentes? C'est aussi compliqué finalement que de traduire un écrit en japonais vers une autre langue exotique comme, je sais pas moi, le néerlandais quoi. Si toi tu ne parles que le japonais et moi je ne parle que le néerlandais, pour qu'on se comprenne, il va nous falloir un interprète. Pareil dans la cellule. Il faut une molécule qui permette de lire le message en nucléotide et permette de faire la conversion de cette information sous forme de nucléotide à une information sous forme d'acide aminé. Cet interprète, c'est une molécule qu'on appelle l'ARNT, ARN de transfert. Alors on aurait pu l'appeler ARN de traduction, ça aurait été encore plus sympa, mais soit, on va garder les mots tels qu'ils sont. Donc l'ARN de transfert, c'est une molécule qui est un peu enroulée sur elle-même en forme de T bizarre, bon, voire même très bizarre. Il faut être un peu créatif pour y voir une forme de T en fait, mais bon. Et donc une extrémité de cet ARN de transfert peut se lier à une séquence de nucléotides et l'autre extrémité peut se lier à un acide aminé. Et c'est vraiment cette molécule qui du coup va permettre de faire la conversion de l'un à l'autre. Ok, super, merci l'ARN de transfert. Mais comment passer de ce message en un alphabet à 4 lettres, les 4 nucléotides différents, à un alphabet à 20 lettres, les 20 acides aminés différents dans les protéines? Eh bien, l'ARN de transfert, sur son côté qui lie les nucléotides, ne va pas lire un nucléotide à la fois, parce qu'alors il pourrait que faire correspondre 4 sortes d'acides aminés différents. Vous comprenez? Si je peux lire A, U, C ou G, je pourrais faire correspondre ça que à une première sorte d'acide aminé, deuxième sorte, troisième sorte ou quatrième sorte. Lire un nucléotide à la fois, ça ne permettrait que d'assembler 4 sortes d'acides aminés différents. Donc il faut lire plus qu'un nucléotide à la fois pour faire plus que 4 combinaisons possibles. On a besoin de pouvoir faire 20 combinaisons possibles. Bon, alors, si il lisait 2 nucléotides à la fois, ça ne marcherait pas non plus, parce que ça permettrait que de faire 4 exposants 2 combinaisons possibles, c'est-à-dire 16 combinaisons possibles d'acides aminés. Bah oui, si vous lisez des messages de 2 nucléotides de long, alors on a comme combinaison possible AA, AU, AC, AG, UA, UU, UC, UG, CA, CU, CC, CG, GA, GU, GC et GG. Ce serait 16 combinaisons possibles. Or, nous, on a besoin de faire 20 combinaisons possibles d'acides aminés. Donc, on va devoir lire des messages longs de 3 nucléotides pour avoir suffisamment de combinaisons possibles pour y faire correspondre les 20 acides aminés différents qui existent dans les protéines. Mais si vous avez des séquences de 3 nucléotides, ce qu'on appelle des codons, ça nous fait 4 exposants 3 égale 64 combinaisons possibles. Donc maintenant, on a beaucoup trop de combinaisons possibles par rapport aux besoins. Ok, voilà, tant mieux, c'est ça qui arrive. On a d'ailleurs regardé comment se faisait cette correspondance entre les différents codons qui existent et les acides aminés synthétisés. Et ça donne ceci, ce grand tableau de correspondance qu'on appelle le code génétique. Alors le code génétique, pour le comprendre, ça se lit un peu comme un jeu de toucher-couler, mais avec 3 variables possibles. Imaginez donc qu'on ait un codon qui soit CGA. Mais les lignes de cette grille vont nous permettre de choisir le premier nucléotide, donc C, puis les colonnes nous permettent de trouver le deuxième nucléotide, G, et le troisième
nucléotide s'indique au sein de la case concernée. Donc, on voit donc maintenant la correspondance. Si on lit un codon CGA, l'acide aminé correspondant qui sera assemblé pour la traduction en protéines sera l'arginine. Et certains codons sont très particuliers. En fait, on va commencer par le codon AUG. AUG, ça code pour la méthionine, mais c'est aussi le codon START. La traduction va toujours commencer par l'assemblage d'une méthionine. Par contre, on voit aussi qu'il y a 3 des codons qui veulent dire stop. Quand ces codons-là sont lus, c'est qu'il faut arrêter la traduction. Et 2 autres choses devraient nous frapper encore en parcourant ce tableau. C'est premièrement que le code génétique il est redondant. Ça veut dire que plusieurs codons différents peuvent correspondre à un même acide aminé. Par exemple, que vous lisiez CGA ou CGC ou CGG, ça se traduit à chaque fois en arginine. Et deuxième chose, c'est que le code génétique, il est non ambigu. Donc un codon ne peut donner qu'une sorte d'acide aminé. Si vous lisez CGA, ça se traduit d'office en arginine, et pas en cystéine ou glycine ou autre chose. Non, ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est 2 choses que vous auriez pu constater. Alors une troisième chose qu'on ne voit pas dans ce tableau, mais qu'on a découverte et qui est assez incroyable, c'est que ce code génétique, il est universel. À quelques exceptions près, tous les êtres vivants traduisent les codons de nucléotides exactement de la même façon. Ce qui veut dire 2 choses intéressantes. Un même gène pourra être exprimé de la même façon chez différentes espèces. Et c'est notamment ça qui permet la technologie de la transgénèse. Et deuxième chose utile à partir de ça, c'est que si on a tous la même grille de traduction, ça ne peut pas être un hasard. C'est un argument de poids en fait pour dire qu'on partage des ancêtres communs. Bon, avec tout ça, tu dois être un peu sur ta faim. Oui, mais comment est-ce qu'elle se passe vraiment cette traduction au niveau d'un ribosome? Eh bien, c'est ça qu'on va voir dans la prochaine vidéo.